Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de 2 heures de marche sur Montagne TV et je vous prie de me croire, la télévision n'est pas un métier facile. Imaginez plutôt la piscine est à environ 2,50 m, interdiction de mettre son maillot de bain et surtout d'aller profiter de cette eau d'un bleu azur. Non, car nous avons du travail. Nous recevrons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir d'ailleurs Dominique Létang, il est le directeur de l'ANENA. C'est un organisme qui œuvre pour la formation, l'information, la prévention des risques d'avalanche en montagne. Nous recevrons ensuite Bruno Perronnet, il est réalisateur de différents documentaires que vous avez pu voir notamment sur Montagne TV. Il viendra nous parler de son actualité, la réalisation d'un film qui s'appelle En classe de neige. On reparlera de ces souvenirs qui nous ont tous marqués. Et enfin, nous recevrons Jean-François Marie. Il est hôtelier ici à Talloires, mais également en Tarentaise du côté de Val d'Isère. Il nous parlera justement de l'état d'esprit des hôteliers aujourd'hui pour l'hôtellerie de montagne. Est-ce que tout va bien ou est-ce qu'on doit se faire un petit peu de soucis? On va en savoir plus. C'est tout de suite là-bas, un peu plus loin. Je vais quitter la piscine. C'est le début de 2 heures de marche. Dominique Létang est aujourd'hui notre invité. Je suis ravi de vous accueillir. Merci à vous de m'accueillir. Merci d'être venu nous voir en Haute-Savoie, dont vous n'êtes pas originaire. Non, je pense que les gens le reconnaîtront vite à l'accent. Hein. Oui. D'origine pyrénéenne par ma mère et puis sinon né à Figeac dans le Lot. D'accord, mais vous êtes habitué de la montagne depuis la plus tendre enfance? Ah oui, j'ai commencé très tôt. Oui. Amoureux de la montagne, je dirais, depuis la plus tendre enfance. Alors que c'était pas gagné, vous habitiez pas vraiment au pied des pistes. Non, pas vraiment. Non. Et d'ailleurs, ça a été assez difficile. Ça a été un long chemin. Mais voilà, j'ai gravi les étapes marche par marche, étape par étape. Je me suis laissé dire que tout petit, vous preniez la mobilette pour aller faire du ski? Voilà, ça a commencé par ça. Pour aller faire de l'alpinisme, je partais de Figeac dans le Lot pour aller jusqu'à Gavarnie. Ça fait combien de kilomètres? Il y a 400 km, quelque chose comme ça. Oui. Ah, c'était un vrai mordu alors. Ah oui, un vrai. Alors aujourd'hui avec vous, on va parler de secours en montagne, on va parler bien sûr de l'ANENA dont vous êtes le directeur aujourd'hui. C'est un organisme, on va dire de quoi? De formation, d'information liée à la sécurité en montagne, au risque d'avalanche? Il y a deux grands volets. Il y a vraiment la prévention et la sensibilisation du grand public. Donc là, c'est notre site internet, la revue Neige et Avalanche, qui est la seule en France qui parle de neige et d'avalanche. Énormément de conférences, des stages, des formations. Et puis après, le deuxième volet qui est important aussi pour nous, c'est la formation professionnelle. Tous les pisteurs artificiers passent entre les mains de l'ANENA pour obtenir leur diplôme, pour déclencher préventivement les avalanches, et ainsi que la formation des maîtres chiens d'avalanche. D'accord, on va revenir là-dessus en détail d'ici quelques instants, mais sur votre parcours personnel. À titre personnel, vous avez pratiquement plus de 800 secours en montagne à votre actif, c'est ça? Eh bien oui, parce que j'ai passé 28 ans en gendarmerie de haute montagne. Et c'était pas gagné, parce que vous avez eu un accident assez grave quand vous étiez tout jeune? Oui, alors la première permission, quand j'avais fait le service militaire, j'ai fait une chute d'une dizaine de mètres, donc je me suis cassé le bassin. Donc les chirurgiens m'avaient dit, là je crois que c'est fini pour vous, la montagne. Et puis j'ai quand même réussi à obtenir une première affectation en brigade de montagne dans les Pyrénées. Et là j'ai vraiment commencé à vivre. Là c'était pour moi un grand soulagement, je vivais en montagne. Et j'ai pu petit à petit m'entraîner, passer les différents stages. Mais après j'ai eu une affectation dans le Cantal. Et là, pour moi, ça a été très dur. Ça a été vraiment la période des vaches maigres. Et je me suis battu vraiment. Et j'ai obtenu l'aspirant guide à cette époque-là. Et ce qui m'a ouvert, bien sûr. Il fallait y retourner. Ça a été Modane dans un premier temps, Grenoble après. Voilà. Où j'ai commandé en second le PGHM de Grenoble les 10 dernières années. Et puis là, après, c'était lancé. Alors, quand on parle des secours en montagne, j'aimerais bien savoir justement quelle est la réaction des secourus. Comment ça se passe la plupart du temps? C'est une reconnaissance éternelle ou est-ce qu'au contraire il y a des comportements très différents? Là, il y a des comportements très différents. Ça va vraiment de la lettre que vous recevez annuellement depuis 20 ans qui fait vraiment chaud au cœur. Et puis après, à des gens qui ne veulent même pas vous remercier, qui ne peuvent pas parce qu'ils sont honteux de ce qui leur arrive. C'est quoi, c'est un problème d'orgueil? Oh oui, je pense que c'est un problème d'orgueil. Les gens sont touchés d'être mis dans cet état-là. Voilà, c'est exactement ça. Je ne veux pas le reconnaître. Ils ne le supportent pas, ou difficilement. Le plus périlleux des secours en montagne auxquels vous avez eu affaire? Le plus périlleux, c'était deux jeunes alpinistes dans la face ouest des Écrins qui étaient vraiment en perdition. Après plusieurs orages, plusieurs nuits en paroi. Et il a fallu pratiquement une dizaine d'élitroyages pour arriver à les accéder. Et encore le dernier, ça a été, j'étais pendu au bout du câble et le pilote me tenait au bout du câble et j'escaladais en même temps, ce qui n'est pas forcément... C'est peu orthodoxe comme façon de grimper. C'est peu orthodoxe. Mais il fallait absolument les sortir de là, je pense qu'ils n'auraient pas passé une nuit de plus. Le plus périlleux, ça c'est une chose. Le plus dangereux, c'en est une autre. Ah, le plus dangereux, c'est celui où soi-même on est à deux doigts de risquer sa vie. Et ça a été le cas
lors d'un secours sur un parapente, un Ouais. parapentiste. Donc vous voyez, ce n'était pas du tout en haute montagne, c'est vraiment la très très moyenne montagne. Et lorsque j'ai décroché, j'ai enlevé le câble, alors que j'étais dans une pente relativement raide, mais rien d'extraordinaire en fait. Genre de pente où on se promène avec les mains dans les poches, en tapant un peu les talons. Malheureusement, c'était dur comme de la pierre, je ne l'ai pas vu venir et je suis parti en glissade. Et je me suis rattrapé juste au bord de la falaise, au dernier moment, par un arbre qui était là. Là, ça a été vraiment... Ils étaient là pour surtout vous. que la personne que l'on cherchait, elle, avait sauté à cet endroit-là, de Ils 100 étaient mètres. là pour vous ce Oui. jour-là. Hein. Oui, je crois, oui. Ça, c'est quelque chose. Le secours en montagne, vous l'avez arrêté il y a combien de temps? Eh bien, il y a 4 ans, quand Il y a j'ai 4 pris la ans. direction de l'ANENA. Qu'est-ce qui vous a amené justement à diriger la NENA? C'est un concours de circonstances. Ma prochaine affectation au grade de capitaine m'a mené à m'envoyer à Chamonix, ce qui en soi est un bon poste. Mais familialement, c'était un petit peu compliqué avec mes 4 enfants qui étaient en faculté sur place à Grenoble. Donc, et puis bon, c'est une place que m'a vraiment apporté sur un plateau. Je restais quand même dans un domaine que je connais particulièrement bien. Bien sûr. Le challenge était intéressant et je ne regrette rien parce que c'est un métier qui est très riche, très diversifié. Alors vous parliez justement de formation, d'information auprès des professionnels de la montagne, mais même auprès des débutants et des gens qui découvrent la montagne. Vous avez un rôle d'information dans ce Ah oui, cadre-là? vraiment, oui. Oui, à travers nos conférences, là, qui s'appellent les conférences transhivernales, ce sont des conférences que l'on a mises au point et qui sont très interactives et qui sont pour peut-être pas les débutants complets, mais enfin qui sont des personnes qui sont déjà un peu dégrossies. Et puis après, à travers aussi des stages, on a mis des stages en place de 2 niveaux. Il y en a un qui est suivre la trace, on comprend ce que ça veut dire, et puis l'autre c'est faire la trace pour amener les gens vers la gestion d'un groupe et la gestion et la prise de décision. Alors quand on parle des risques d'avalanche sur tous les massifs montagneux français, ça représente des hectares et des hectares et des hectares. Combien de personnes êtes-vous à travailler à la NENA? Et nous sommes une équipe de 10 sur place à Grenoble. En revanche, nous nous appuyons sur une cinquantaine de moniteurs, de guides, et puis de tout ce qui est moniteur avalanche ou artificier dans les stations, qui sont pris pour les périodes de stage. Plus des instruments de mesure, j'imagine, un peu partout, qui vous permettent d'avoir un œil sur... Alors pas vraiment, ça c'est plutôt le travail du Centre d'études de la neige de Météo France. Voilà, tout ce qui est prévision du risque avalanche, c'est pour eux. Et nous, c'est plutôt la prévention et la sensibilisation face au risque. Alors quand on parle de sensibilisation et d'information, il y a un gros événement que vous allez mettre en place, c'est au mois d'octobre prochain, c'est ça? Oui, alors c'est le premier rassemblement mondial sur la science de la neige et des avalanches. C'est un congrès qui a lieu habituellement aux États-Unis depuis 1976. Pour la première fois, ils étaient venus en Europe en 2009, à Davos. Et là, nous avons l'honneur d'organiser ce très grand rassemblement. On a à ce jour déjà 370 résumés qui nous sont parvenus. On attend 600 à 700 personnes. Et 250 personnes sont inscrites déjà à 4 mois de l'événement, donc je pense qu'on devrait avoir un événement assez exceptionnel. La NENA prend une envergure internationale. Oui, mais c'est vrai qu'on est déjà assez présent. Encore le mois dernier, nous faisions une formation de pisteur artificier à La Parva, à côté de Santiago du Chili, à la fois pour des artificiers, mais aussi pour du personnel des mines de cuivre, puisque ces mines sont toujours entre 4 et 5 000 mètres d'altitude, et il y a de gros soucis d'avalanche. Quand on parlait de formation et d'information, vous avez cité tout à l'heure les moniteurs, les chiens d'avalanche, toutes les personnes qui encadrent effectivement ce domaine-là. Ce que j'ai découvert également, c'est que vous aviez un rôle auprès des loueurs de matériel, des différentes stations. Et bien sûr, on est obligé de faire une formation parce que ce sont les gens qui sont les plus proches de la clientèle, notamment des touristes. Des pratiquants. Donc, des pratiquants. Donc nous sommes obligés de temps en temps d'aller faire des informations. Et je pense même qu'on devrait rentrer petit à petit dans tous ces centres de formation pour les gens qui vendent du matériel, même des vêtements, parce que certains sont équipés d'un système Réco par exemple. Et bien tout cela, il faut informer les gens et ceux qui travaillent dans les stations. Merci de prendre soin de nous pendant toute l'année. Merci mille fois Dominique. C'est gentil. À une prochaine fois, j'espère. Avec grand plaisir. On va continuer à parler de montagne d'ici quelques instants avec notre prochain invité. Il est réalisateur, on lui doit de nombreux documentaires diffusés sur Montagne TV. Bruno Perronnet est avec nous d'ici quelques instants. Bruno Perronnet maintenant avec nous. Comment ça va Bruno? Ça va très bien. J'ai envie de dire pas collègue puisque vous faites un métier que je ne fais pas, mais vous travaillez dans l'univers de la télévision depuis pas mal d'années maintenant. Hein.
Ça fait un petit bout de temps, oui, oui. J'ai commencé par ça et je continue. Et vous continuez, et avec beaucoup de talent, pour quelques documentaires que nous passons régulièrement sur la chaîne. D'ailleurs, on finira l'émission avec un extrait d'un documentaire qu'on vous doit, c'est sur la voie Bonatti. Suivre justement les exploits de grands guides ou de grands alpinistes, c'est quelque chose que vous aimez, mais pas uniquement, il n'y a pas que ça. Oui, bon, c'est la montagne hein, qui regroupe, on va dire, un petit peu mon terrain d'expression et de passion. Donc on commence, en tout cas pour moi, j'ai commencé la montagne par sa pratique, hein, par l'alpinisme. Donc suivre des alpinistes, suivre des guides, ça s'est présenté de façon un peu naturelle. Mais la montagne, c'est un décor au sens plus large. Donc il y a 1000 histoires à raconter, pas seulement les gens qui la pratiquent avec des piolets ou des crampons. On peut en parler de tellement de façons. Donc il y a autant d'histoires que de gens qui vivent la montagne. Ouais. Vous êtes natif de la montagne? Je ne suis pas natif de la montagne du tout, moi. De quel coin? C'est quelque chose que... A-t-on réellement le droit de le dire, surtout quand on Mais bien travaille sûr en qu'on a le montagne? droit, Je bien suis sûr. parisien, rendez-vous compte. C'est pas une tare. Hein, vous voyez, hein, comme C'est quoi. pas une Hein, tare en soi. comme quoi. Et il s'avère que nombreux sont les Parisiens qui ont découvert la montagne au moment des classes de neige. Ouais. Est-ce que vous en faisiez partie? Je suis parti à la mer, moi, quand j'étais en classe transplantée. Par contre, bon, je suis un Parisien qui triche un petit peu. J'ai de la famille originaire de région de montagne et j'ai eu la chance d'aller régulièrement en vacances, en résidence secondaire en montagne. C'est comme ça que j'ai eu le virus. Alors je vous amenais volontairement sur ce terrain de la classe de neige parce que c'est un film que vous venez de réaliser. Il y a combien de temps que vous l'avez fait celui-ci? Il est en cours. Il est en cours de réalisation. C'est une production qui sera visible normalement sur la chaîne aux premières futures neiges, on va dire, hein, à l'arrivée de l'hiver. Il est en cours d'élaboration. La plupart du tournage est quasiment terminé. Le travail de recherche aussi, donc je sais aussi un petit peu où on met les pieds. J'ai eu la chance de découvrir en particulier des images d'archives assez étonnantes. Parce que c'est vrai que classe de neige comme ça sur le papier, est-ce que ça pouvait forcément enthousiasmer quelqu'un qui a l'habitude plutôt d'aller en très haute altitude? Bah oui, c'est une histoire passionnante en fait, les classes de neige. Pour les gens de ma génération, moi j'ai 50 ans aujourd'hui, les classes de neige ça m'a marqué. C'est ce qui a peut-être été la première fois où j'allais à la neige de ma vie et ça reste toujours un souvenir ancré. J'étais à Saint-Michel de Chaillol. Je ne sais pas si vous voyez où ça se trouve, du côté de Gap, là-haut, un petit peu sur les hauteurs. Et ça reste quelque chose de très marquant. Ça a démarré quoi, dans les années 50, les classes de neige? Oui, c'est la première classe de neige officielle date de 1950 exactement. C'était organisé par un cours privé, donc la naissance officielle sous l'égide de l'Éducation nationale a lieu 3 ans plus tard, en 1953. Et puis ça se met réellement en place ensuite dans les années 60, sachant que pour que les classes de neige émergent réellement, il fallait plusieurs choses. Il fallait une volonté de la part des personnels encadrants de l'éducation, mais aussi il fallait qu'en face, ça rencontre, je dirais, un besoin économique, hein, clairement. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que dans les années 60, les stations de montagne explosent, il faut faire venir les gens à la neige, et les classes de neige sont un moyen d'ouvrir un peu les portes de ce nouvel univers. C'est une source de revenus supplémentaire et qui est la bienvenue. Voilà, c'est une source de revenus qui est clairement intéressante puisque c'est hors vacances scolaires par définition. Bien sûr. Et puis ça permet encore une fois aux futurs skieurs adultes une fois de prendre la piqûre et puis d'aimer ça et d'y revenir, ce qui est un petit peu le cas que vous décrivez pour vous-même. Ça s'est démocratisé dans les années 60 après? Voilà, il y a eu ça a commencé réellement à devenir quelque chose de récurrent au milieu des années 60, l'explosion 70-80. Et puis un déclin ensuite. Hein. Il y a vraiment un déclin marqué à partir du milieu des années 90. On retourne plus à la mer qu'à la montagne maintenant? Comment ça se passe? Plus clairement, il y a un déclin en général des classes transplantées pour de nombreuses raisons. Des raisons d'ordre économique, des raisons qui sont liées au cadre de sécurité qu'il faut de plus en plus renforcer pour transplanter des classes d'enfants hors de leur cadre classique. Donc tout ça et de nombreux autres facteurs font qu'aujourd'hui on est plutôt dans une phase de déclin qui a tendance d'ailleurs un petit peu à se démentir. C'est-à-dire qu'on repart peut-être un petit peu à la hausse. En tout cas, l'âge d'or, c'est clair, ça accompagne en fait l'âge d'or des stations de ski, de leur émancipation, c'est-à-dire 60, 70, 80 clairement. Quels sont les acteurs de ce film, je dirais? Ce sont les pionniers, celles et ceux qui ont été à l'initiative de ces premières classes de neige? Alors j'ai eu une chance, ça fait partie des choses qui sont enthousiasmantes quand on réalise. On aime bien des rencontres un petit peu inopinées, un petit peu inattendues. Et vous parlez d'acteurs, j'ai eu la chance de rencontrer le premier professeur, pas élève, hein, le premier professeur qui a organisé la première classe de neige en 1953. Vous imaginez qu'il n'est pas tout à fait jeune, mais il est encore là. C'était dans le coin, c'était à Pras-sur-Arly, non? Alors, celle dont je parle, c'est la première classe de neige de l'Éducation nationale. D'accord. Pras-sur-Arly, c'était la première classe privée. Très bien. L'Éducation nationale a eu lieu à la Fécla, hein, en Savoie. Et donc, j'ai rencontré le professeur qui est à l'origine de cette première classe, qui était professeur d'éducation physique. Beaucoup de nostalgie, j'imagine. Énormément, et puis qui nous a raconté un petit peu comment se sont passées ces premières classes, qui n'ont pas grand-chose à voir avec celles qu'on vit aujourd'hui. Hein. Et les élèves, vous les avez retrouvés aussi? Et j'ai retrouvé un élève
élèves de cette pleine promotion. Voilà, extraordinaire, qui nous racontaient l'un et l'autre des souvenirs communs, chacun avec leur regard, le regard du prof, le regard de l'élève. Et c'était assez étonnant de se replonger dans cette ambiance-là. C'est d'autant plus enthousiasmant qu'il y a eu des images nombreuses de cette première classe. Qui avaient été tournées. Parce que, évidemment, c'était un événement en France, bien sûr, de transplanter une classe là-bas. J'imagine que vous avez aussi rencontré les autres acteurs, à savoir économiques et institutionnels, les maires des communes qui accueillaient les différentes classes de neige, les moniteurs de ski aussi peut-être, qui étaient forcément, faisaient partie du personnel encadrant. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu tous les acteurs qui sont nécessaires pour que ce genre de classe existe. Et puis les moniteurs de ski, bien sûr, mais aussi ce qui est intéressant, c'est de voir le son de cloche des institutionnels, justement, et en particulier, on en parlait tout à l'heure, des acteurs économiques. C'est évident que ça existe aussi, surtout peut-être, parce qu'il y a une manne économique derrière, donc les maires de station, évidemment, y ont vu tout de suite leur intérêt et continuent à le voir. Ils se battent pour que ça existe, que ça perdure encore, parce que c'est forcément intéressant. Qu'est-ce qu'ils font justement spécialement pour se battre? Quand vous dites qu'ils se battent aujourd'hui, est-ce qu'ils réduisent les coûts? Est-ce qu'ils trouvent des solutions d'hébergement plus intéressantes? Ce qui est un petit peu difficile, il y a le principal vecteur de travail, c'est la communication, c'est dire venez nous voir, les stations sont là pour vous accueillir. Ils ont assez peu de levier économique, si ce n'est éventuellement baisser un petit peu les coûts, mais les centres d'hébergement sont souvent des centres d'hébergement privés aujourd'hui. Il faut savoir qu'il existe des communes de villes qui possèdent leur propre centre. C'est de moins en moins le cas. Plus ça va, plus les communes vendent leur centre parce que c'est pas assez rentable. Donc quand on va en classe de neige, il faut passer par des hébergeurs privés. Et là-dessus, peu de gens ont des leviers. Un hébergeur privé doit faire son chiffre, si j'ose dire. Donc le levier n'est pas forcément évident. Par contre, encore une fois, communiquer, mettre en place éventuellement des structures pédagogiques, avoir des supports pédagogiques avec les musées, avec ce genre de choses, ça c'est forcément intéressant. Si vous aviez une baguette magique pour relancer l'activité des classes de neige, vous qui en avez fait maintenant l'analyse, entre guillemets, ce serait quoi? Baguette magique, c'est dur à dire, mais c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est sûr que pour permettre à une classe de partir en classe de neige, ce qu'il faut, c'est avoir un minimum de moyens, et je dirais un minimum de moyens démocratique. C'est-à-dire, ce qui est difficile, forcément, et ce que ça pointe, la classe de neige, c'est les différences de capacité et de revenus à l'intérieur d'une même classe, selon les familles. Et ce qu'il faut arriver à mettre en place, ce seraient des systèmes qui émaneraient éventuellement de l'éducation nationale et qui permettraient réellement de pallier les coûts de ce genre de séjour selon les revenus des familles. Le tournage est terminé, vous en êtes à la phase de montage et mixage maintenant? On a encore quelques rencontres à faire, notamment je vais faire rouvrir le tout premier centre de classe de neige qui aujourd'hui malheureusement est fermé et désaffecté, mais qui paraît-il est resté en l'état. On va aller le visiter avec son dernier directeur qui va nous raconter des anecdotes de l'époque. En classe de neige, ce sera à suivre dès que les premiers flocons retomberont. Ce sera cet hiver. Merci mille fois d'être venu nous en parler, Bruno. On se quitte sans vraiment se quitter puisqu'on verra quelques images d'un documentaire qu'on vous doit. La Voix Bonatti, ce sera diffusé en toute fin d'émission. D'ici quelques instants, c'est Jean-François Marie qui sera notre invité. Il est hôtelier à Talloires et également en Tarentaise du côté de Val d'Isère. Il nous en parle d'ici quelques instants. Jean-François Marie est maintenant notre invité. Et Jean-François, j'ai envie de dire que vous êtes le parfait trait d'union entre les deux Savoies, entre la Tarentaise et Talloires finalement, puisque vous êtes hôtelier dans les deux cas, à Val d'Isère avec la Savoyarde, et ici à Talloires avec l'hôtel Le Lac où nous sommes merveilleusement installés. C'est un cadre idyllique. Alors on peut faire le bilan peut-être de cette saison hivernale. J'imagine que vous êtes un hôtelier ravi, heureux. Alors je dirais, moi je n'irai pas entre les deux, mon cœur balance, parce que j'adore les deux endroits. Ouais. Donc c'est vrai qu'on était gâtés par la nature, aussi bien à l'hiver qu'à Talloires l'été. C'est vraiment un bonheur d'officier dans les deux endroits. Quant à la saison d'hiver, oui, elle était bonne, bien sûr, il y a eu beaucoup de neige, tout le monde était bien servi. Et c'est bien aussi, c'est vrai que Val d'Isère, parfois c'est encore un petit peu mieux quand il y en a plus qu'ailleurs, mais bien là, sûr. on a fait une saison très correcte et je crois que tout le monde, même dans les
les plus petites stations ont très bien travaillé, ça c'est bien pour eux aussi. Et vous étiez pressé peut-être comme beaucoup d'industriels de la montagne de redescendre un petit peu pour pouvoir goûter à des températures plus douces et espérer que le soleil soit là, ça a mis du temps. Je crois qu'il y a eu un petit ras-le-bol général, notamment en avril on attend toujours beaucoup de monde parce que c'est le dernier ski, Val d'Isère travaille beaucoup sur le 1er mai, il y a eu du monde, mais beaucoup de gens étaient déjà fatigués d'avoir vu tellement de mauvais temps dans l'hiver. On l'a senti et les gens sont moins montés pour terminer la saison. Voilà. Et là, j'espère que l'été sera bien. Alors là, j'espère aussi ensoleillé qu'on a pu avoir le mois de mai est épouvantable. Ça, c'est pas douteux, mais après, dès que les beaux jours reviennent, ça devient... Après, ça va devenir le bonheur. Voilà, ça va devenir le bonheur et je pense qu'il y aura du monde cet été. Alors, je vais vous mettre dans la confidence, je connais Jean-François depuis quelques années maintenant, il nous a fait découvrir à chaque fois des spots, je dirais assez incroyables, tout autour du lac. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu le cri d'alerte, et non pas d'alarme, mais simplement d'alerte d'un hôtelier face à une situation économique qui commence à faire que les petits hôtels de charme sont en train de disparaître au fur et à mesure. Absolument, et là, c'est un cri d'alarme, oui, parce que ça fait peur, c'est les petits coins de France qui disparaissent pour profiter seulement à certains, dans le cas de l'immobilier par exemple. Je crois que le maire de Talloires l'a bien compris, puisqu'il ne souhaiterait pas que tous ces endroits disparaissent, mais ils deviennent tellement coincés avec des règlements de sécurité. C'est ce que j'allais vous dire, ce n'est pas simplement la crise qui fait que les gens ont moins d'argent, partent moins en vacances ou ceci ou cela, c'est une réglementation qui a tendance à étouffer plus ou moins les hôteliers. Exactement, puis nous sommes des métiers de main-d'œuvre, donc on embauche beaucoup de monde. Les saisons sont très courtes et on nous demande des efforts et en plus les banques sont nous prêtent pas beaucoup d'argent pour ce genre de transformation et pour beaucoup c'est la fin de toute une histoire, quoi. Vous le disiez, l'hôtellerie ça a été un secteur économique d'importance autour du lac d'Annecy mais en montagne de manière générale et c'est vrai qu'aujourd'hui si ces hôtels tentent à disparaître, ce sont des personnes qui vont se retrouver au chômage. Les pouvoirs publics n'ont pas une prise de conscience par rapport à tout cela? On dirait pas tellement parce que quand on en parle ça fait pas réagir. Quand on voit une usine qui ferme, c'est les holas, tout le monde hurle et tout, mais un hôtel qui disparaît, non, ça ne paraît pas choquer beaucoup de gens. Pourtant, c'est une vie, ça fait partie. Talloires, c'était le moteur de Talloires, c'était très longtemps son hôtellerie qui tenait les emplois, qui faisait travailler un peu tout le monde ici. Et ce serait malheureux que tout ça disparaisse, parce qu'en plus, ça risque pas de... Une fois que c'est fait, on ne vient pas en arrière, c'est ça. Hein. C'est ça le problème. Ouais. Voilà, on s'aperçoit qu'en station, par contre, il y a eu beaucoup d'hôtels à une époque, après il y a eu de l'immobilier, et maintenant les stations se rendent compte qu'il faut faire des hôtels. Pourquoi? Parce que les clients, toutes les semaines, reviennent, prennent des moniteurs, consomment, beaucoup plus que des gens qui sont en statique ou des lits froids, où ils viennent simplement pour les vacances. Et finalement, si tous ces hôtels disparaissent petit à petit, ce sont des vacanciers qui viendront moins, parce qu'il n'y aura ici, à la place des hôtels, que des propriétaires, et ce sont des familles qui seront un petit peu mises à l'écart Moi, je me souviens de l'époque où il y avait des familles entières qui débarquaient à l'hôtel, avec les grands-pères qui souvent payaient les additions, qui allaient à la pêche, les enfants allaient au tennis, il y avait les petits flirts d'été dans les hôtels, c'était un peu l'hôtel de la plage. C'était pas un cliché, c'était la réalité. C'était la réalité, les gens mangeaient à midi, nous demandaient qu'est-ce qu'on mange ce soir. C'était important le repas. Alors que maintenant on se rend compte qu'à midi les gens mangent moins, ce qui explique qu'on a fait un petit déjeuner un peu plus tardif que matin. Et c'est un mode de vie, quoi. Et je ne sais pas si ça reviendra, mais maintenant c'est comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les hôteliers qui sont concernés, comme vous pouvez l'être ici à Talloires, se sont mis ensemble pour créer, je ne sais pas quoi, un organisme qui va aller se battre et militer un petit peu pour cela, pour faire entendre, je ne veux pas dire ses droits, mais en tout cas peut-être une conscience juste? Alors malheureusement, non. Hein. C'est une volonté du maire d'ailleurs d'éviter cette disparition, mais bon, chacun regarde un peu ses intérêts. Et même rouspète que qu'une loi soit prise pour que ça reste en hôtellerie, parce qu'ils sont vraiment pris à la gorge pour certains. Simplement à Talloires, il y a 4 ou 5 établissements qui sont potentiellement à vendre. Mais on est plus fort en groupe que tout seul la plupart du temps. Absolument. Et là, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de... on ne sent pas une force autour de tout ça, quoi. Chacun se tire un peu dans son coin, c'est dommage. Et Dieu sait que les atouts sont nombreux lorsqu'on vient ici à Talloires. Il y a le site qui est tout juste exceptionnel. Il y a le calme de ce village également. Il y a tous les environs qu'on peut découvrir soit à pied, soit à vélo, soit effectivement le parapente. On en voit passer au-dessus de nos têtes. Maintenant, on peut découvrir la région de plein de façons différentes. Alors Talloires, moi, si je dois le nommer, c'est l'harmonie totale entre le lac et la montagne. Quand vous nagez dans la baie de Talloires, vous êtes à 450 mètres d'altitude.
vous levez les yeux, vous êtes au sommet de la Tournette à 2004. Tout ça sur la même commune. C'est exceptionnel. D'ailleurs, Red Bull nous renouvelle confiance pour son trail là, Oui. pour la troisième Ce édition sera la troisième en édition septembre. cette année. Et il y a des images vraiment exceptionnelles. C'est extraordinaire ce qu'on peut offrir. C'est un décor de film. C'est un décor de film, c'est tout simplement. Et Val d'Isère, alors Val d'Isère, c'est la forteresse du ski alpin. Ça fait partie des 10 plus grands noms dans le monde. C'est la garantie du bon ski. C'est un endroit qui ressemble à aucun autre d'ailleurs. On ne doit pas chercher à ressembler trop aux autres. C'est le grand ski. D'ailleurs, je voudrais faire un petit coucou au maire de Val d'Isère, Marc Boer, puisqu'il sûr. adore aussi le lac d'Annecy. Et puis surtout à Anémone Marmottan, qui est le petit bijou du ski, qui fait partie du club des sports de Val d'Isère, qui s'entraîne déjà très très dur en ce moment pour les futurs Jeux Olympiques de Sochi l'hiver prochain. Et vous êtes le Il meilleur faudra bien la ambassadeur suivre. d'un lieu et de l'autre en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Quand Ouais, vous êtes ici, il y a des gens de la Tarentaise qui viennent vous voir, et lorsque vous êtes effectivement à Val d'Isère, il y a pas mal de gens des bords du Alors lac quand d'Annecy on est qui monté vont à vous Val d'Isère voir. dans les années 50, on était très bien reçus en Savoie. C'est pour ça que je mets un point d'honneur quand je vois les plaques 73 à les accueillir de la même façon. Et si grâce à moi certains sont venus s'installer dans le secteur, tant mieux. Et quel que soit le numéro de votre plaque d'immatriculation, sachez que vous serez toujours très bien reçu chez Jean-François. Merci mille fois, Jean-François, de nous C'était avoir un accueillis plaisir. ici. C'était un L'émission plaisir. continue. On va vous proposer maintenant un extrait d'un documentaire qu'a réalisé Bruno Perronnet, qui était notre invité à votre place il y a quelques minutes. D'accord. Il est réalisateur. Ce documentaire est consacré à un grand nom de l'alpinisme, Walter Bonatti. En voici quelques images et on se retrouve en ce qui nous concerne très bientôt sur Montagne TV. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Mais c'est pas que j'ai pas assez de force là, pour me soulever, c'est que j'ai peur quoi. On se retrouve à marcher sur cette sangle là, qui fait à peine quelques centimètres, sécurisée parce que la chute est permise, et pourtant on a l'impression qu'il y a notre existence qui est au bout de nos pieds. On est dans une démarche qui nous fait grandir, qui nous amène un peu plus peut-être de confiance en soi, en tout cas de connaissance de soi, et qu'on imagine pouvoir transposer sur les hautes montagnes. Ah